Dans la deuxième partie sur la femme, j'explique la dégénérescence de la femme honnête. Balzac considère que le mariage peut être une union harmonieuse, mais l'influence du code civil et de la nature la conduisent à devenir adultère. C'est le deuxième cas qu'étudie Balzac. Troisièmement, c'est la prostituée. Balzac décrit plusieurs genres de prostituées. Je les classe en trois catégories. Les prostituées vulgaires sont les filles publiques et les lorettes. Les maîtresses, qui sont surtout des grandes dames, et les courtisanes sont des prostituées de haut vol. Enfin, il y a la prostituée accidentelle. C'est la femme mal mariée qui se sont prostituées pour son propre mari. J'ai trouvé que toutes ces femmes avaient cette caractéristique en commun. Elles se laissent aimer. La troisième et dernière partie porte sur les effets profonds de la corruption, la perversité et la corruption qui ont détruit l'honnêteté des Parisiens et des Parisiennes, ont des effets négatifs sur l'amour, la religion et l'âme. L'amour digne n'est pas comme la passion aveugle, mais tous les deux sont destinés au sacrifice. Ce sacrifice, même si l'intention en est honorable, apporte de nombreux malheurs. Les femmes chez Balzac connaissent un double malheur, psychologique et physique. L'âme et le spirituel deviennent aussi dépravés et corrompus que la société. Le culte de la passion remplace le culte de Dieu et ne produit que des souffrances inutiles. Balzac entreprend, dans la comédie humaine, une étude anthropologique car il décrit non seulement l'individu, mais aussi l'individu comme résultat d'une existence collective. Tous les aspects historiques, politiques, sociaux, religieux et émotionnels contribuent au développement du personnage balzacien. Il est un véritable produit de son environnement. En tant que sociologue, Balzac cherche à définir la réalité des groupes sociaux. De plus, il cherche à connaître l'individu, y compris toutes les influences extérieures qui ont modelé l'esprit humain d'une génération. Il décrit Paris avec précision, mais ces descriptions du cœur humain sont d'autant plus complexes. Les trois thèmes principaux de mon travail, les deux de la perversité, la femme et les effets profonds de la corruption, sont étroitement liés. À travers ces lignes directrices, j'ai dépeint au cours de l'analyse un portrait de la vie parisienne et de ses personnages principaux, surtout les héroïnes balzaciennes qui composent l'étoffe des œuvres de l'écrivain. Je constate toute une progression qui suit le fil de ces thèmes. Chaque aspect dépend largement des autres. Par exemple, l'avidité des aristocrates contribue à la corruption du régime politique. Les lieux publics et privés de Paris se prêtent à la prostitution et, en dépit du fait que les lois et les usages sociaux méprisent cette carrière débauchée, la prostitution s'exhibe. C'est à cause de ces deux forces que les prostituées ont tant de succès. Elles ne manquent pas de clients, car les mariages sont rarement heureux. Les maris malheureux iront chercher du plaisir chez d'autres femmes plus séduisantes. L'adultère chez la femme mal mariée devient non pas une faute, mais une rétorsion légitime à la prostitution involontaire, imposée par les devoirs conjugaux. À un niveau plus personnel, les relations émotionnelles et sexuelles entre époux sont atteintes par la perversité. Quand on est entouré de tant de corruption, il est difficile de ne pas succomber aux tentations du vice. À un niveau plus intime encore, les pensées, les désirs et les souffrances ont des manifestations physiques. Tout sert de reflet à la société parisienne tout entière. Personne ne peut s'en échapper. Je pose cette question. Quel est le sort des prostituées balzaciennes? En dépit de l'opposition de la loi et du mépris social, les prostituées rencontrent pourtant le succès. Pour la plupart d'entre elles, il n'y a pas de graves conséquences à part l'instabilité d'une vie qui vacille entre splendeur et misère. Bien que Balzac critique la cupidité et la vénalité de ces femmes, il blâme plus sévèrement les femmes qui doivent être honnêtes
mais qui succombent à la prostitution. Les femmes mariées ne sont pas des modèles de la vertu. La prostituée fonctionne donc comme l'emblème de la société parisienne dans son ensemble. Je pose une autre question. Où sont les femmes honnêtes dans la société? Balzac affirme que les femmes honnêtes sont en train de disparaître. Chacune est susceptible de succomber au vice. Balzac rapproche les prostituées des femmes honnêtes par un renversement des mœurs qui fait d'une prostituée une épouse idéale et d'une épouse la prostituée suprême. Les deux types de femmes deviennent presque indissociables. Les femmes honnêtes n'existent pas en tant que telles. Donc, j'affirme que la véritable femme honnête n'est guère présente dans la société aristocratique que critique Balzac. Cette méthode de critique devient un modèle pour les écrivains et les artistes qui appartiennent à l'époque qui suit celle de Balzac. Ce dernier jouait un rôle important dans le psychisme collectif du XIXe siècle, celui du précurseur d'un nouveau genre d'analyse sociale et littéraire. Il a été le premier de son époque à montrer toute une société fictionnelle dans une œuvre complète avec l'intention de critiquer la société de son temps. Balzac fut l'un des premiers à parler ouvertement de l'extrême corruption qui régnait à Paris pendant cette période, des thèmes de l'avidité de l'aristocratie et de la perversité bourgeoise incarnée par les prostituées. Il a ainsi ouvert la porte à toute une génération d'écrivains naturalistes. Plus précisément, cette méthode a influencé Zola dans sa série Les Rougon-Macquart et Proust à la recherche du chanteur. La vague de prostitution pendant cette époque a provoqué aussi une réponse chez d'autres artistes, dont Cézanne, Manet, Degas et Toulouse-Lautrec sont les plus célèbres. Par exemple, il y a une série des Olympiens par Cézanne, et Manet aussi a peint une Olympia, ainsi qu'une peinture qui s'appelle Nana. Et en fait, Nana est une prostituée cupide qu'on trouve dans les Rougon-Macquart de Zola. Degas est connu pour ses esquisses et ses peintures des prostituées. Et Toulouse-Lautrec aussi a peint plusieurs tableaux des prostituées dans des cabarets parisiens. Nous voyons donc une nouvelle représentation plus ouverte de la prostituée qui devient la figure centrale d'une époque. Au XIXe siècle, la perversité touche tout le monde à Paris. C'est un univers dans lequel même les femmes comme il faut deviennent des femmes comme il en faut. La société en tant que topos social, ainsi que les lieux spécifiques qui composent le topos physique, créent un univers pervers par nature. Il est donc peu étonnant que les personnages qui peuplent la ville soient aussi corrompus. C'est pour cette raison que je compare Paris aux grandes proxénètes du XIXe siècle dans le titre de ce mémoire. Certes, la prostitution existe ailleurs en France, mais il n'y a pas d'endroit plus célèbre qu'à Paris. La capitale de la perversité qui, par sa structure physique et sa hiérarchie sociale, encourage, promeut et protège la prostitution. Et voilà.